Salut à tous, salut à toutes. Mercredi, 18h30. Eh bien oui, on se retrouve comme une fois par mois. C'est pas Camille qui sera avec vous aujourd'hui, c'est moi qui vous accueille et qui resterai aujourd'hui avec vous. On se retrouve donc sur le compte Twitch du Planétarium de la ville de Vaux-en-Velin. Je me présente pour les nouveaux qui ne me connaîtraient pas encore. Donc je m'appelle Pierre, je suis médiateur scientifique dans ce planétarium, qui d'ailleurs au passage devrait, c'est pas encore tout à fait sûr, mais devrait probablement rouvrir au cours du mois de mai. Donc cette rubrique, le JT du ciel que je fais aujourd'hui, je le fais donc pour le mois de mai. Ensuite pour les mois prochains, il va falloir qu'on voit un peu comment ça se passe évidemment, parce que si le planning rouvre, eh ben, on va être beaucoup plus pris en présentiel avec du monde, et donc on verra un petit peu comment est-ce qu'on organisera les lives de la semaine et du soir pour pouvoir adapter tout ça à la nouvelle situation. Mais ça ne nous empêche pas aujourd'hui d'en profiter un maximum, voilà, avec du coup plein de personnes qui sont déjà là, que je vois, donc à qui je vais dire bonjour. Donc salut Péborel, salut Newer Astro, Zygomatix, Christine Astromer, Superdame, Cygnus, Mérine, Stenafi, Claire, Enkilal, Christine Astronomer, Jazayaz, Enredil et Rendil, pardon, Anna, Clepsydre, Droit 22, Générali, Polo, Jean-Yves, Eric Kiki Dragon. Voilà, donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc ce JT du ciel, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une rubrique qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps. On a fait 2 éditions si je ne m'abuse. Le principe, il est simple, c'est toujours de parler d'astronomie, c'est toujours de parler de science, mais de la science en train de se faire, de parler de recherche, de parler des dernières découvertes qui sont en train de sortir et de vous les faire partager. Alors c'est vrai que la plupart du temps, les découvertes scientifiques, les résultats scientifiques d'une manière générale, eh bien, on les récupère dans des articles, ils sont publiés dans des revues scientifiques spécialisées. Et l'idée qu'on a eue, eh bien, c'est de prendre 2, 3 articles relativement récents et puis d'essayer de les décrypter, parce que c'est vrai que la lecture d'un article scientifique, c'est loin d'être évident. C'est un vocabulaire qui est assez technique, comme toute spécialité et comme tout métier, bien sûr. Et donc l'idée, eh bien, c'est de faire de la vulgarisation d'articles scientifiques et de vous montrer à quel point les choses qu'on découvre encore aujourd'hui sont fascinantes. Voilà pour le principe. Salut Michel, Mililuge et Annebot. Voilà, tout le monde est là. On va pouvoir commencer. À chaque fois, je regarde un petit peu ce qui passe, hein. J'ai toujours un mois pour regarder les news les plus intéressantes. C'est aussi en fonction de mes envies, des choses qui passent régulièrement, donc ça peut varier beaucoup. Cette fois-ci, le thème va être unique pour aujourd'hui. On va parler d'un seul type d'astre et j'ai prévu de vous parler de 2 articles. Donc cet astre, c'est un astre qui est toujours assez mystérieux, dont tout le monde adore parler et entendre parler, ce sont les trous noirs. Et même dans la famille des trous noirs, eh bien, vous allez voir que il commence à y avoir pas mal de choses qu'on connaît, on sait bien comment ça marche un trou noir, c'est pas un objet aussi magique que ce qu'on imagine. Par contre, il y a plein de questions qu'on se pose, il y a encore beaucoup de mystères, et là, eh bien, je vais vous parler de deux choses un peu curieuses qui font partie vraiment de la recherche actuelle sur ce domaine des trous noirs. Et puis on va voir un petit peu ce qu'on a appris avec tout ça. Voilà. Salut Absenfat, tu seras le dernier ou la dernière à qui je dirai bonjour aujourd'hui. Alors, ces fameux trous noirs. Alors déjà, on va rappeler très rapidement les choses. Un trou noir, c'est globalement, et pour faire simple, une région de l'univers dans laquelle la gravité est tellement forte que même la lumière ne peut pas s'extraire de ce puits de gravité. Donc lorsqu'on a un astre qui est suffisamment dense, où on accumule suffisamment de masse dans un volume suffisamment petit pour que la vitesse nécessaire pour s'en échapper dépasse la vitesse de la lumière,
eh bien, on ne peut pas s'en échapper, même la lumière, et ça devient un trou noir. Voilà, on va garder cette explication simple. Après des trous noirs, il n'y en a pas qu'un seul type. Il y a beaucoup de types de trous noirs différents. Il y a des familles de trous noirs. Et du coup, eh bien, justement, c'est le lien entre ces familles qui va nous intéresser aujourd'hui. Voilà. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, voilà, je vous montre cette image. Cette image montre assez bien la problématique qu'on a dans l'étude des trous noirs. Les trous noirs, on en connaît plein, on en étudie des milliers, des dizaines de milliers dans l'univers. Et à force de les étudier, on s'est aperçu que ces astres denses, eh bien, ils se regroupent en termes de masse. Pendant très longtemps, les trous noirs, on les étudiait uniquement à partir de l'influence qu'ils avaient sur leur environnement. Et parfois, on en reparlera tout à l'heure, il y a des trous noirs qui ont la chance de se trouver juste à côté d'une étoile, qui avale, qui dévore la matière d'une étoile à côté. Et dans ce cas-là, ça rend le trou noir, ou la périphérie du trou noir, extrêmement brillante, et donc ça permet de les détecter. Ces trous noirs, en général, ils sont issus de la mort d'une étoile massive, donc des étoiles comme le Soleil, il y en a qui sont beaucoup plus massives que le Soleil, et les étoiles les plus massives, lorsqu'elles meurent, leur couche extérieure explose, ce qu'on appelle une supernova, et puis par contre l'intérieur, le cœur va s'effondrer sur lui-même, se condenser, se compacter, donc c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. S'il se compacte un petit peu, ça forme ce qu'on appelle une naine blanche. S'il se compacte beaucoup plus, on va avoir une étoile à neutrons, c'est vraiment la limite. Et si l'étoile à neutrons devient un petit peu trop lourde, elle s'effondre complètement, et là ça devient un trou noir. Et c'est ce qu'on montre dans cette image. Ce qu'on montre dans cette image, alors en bas, les petits points jaunes que vous avez, c'est la masse de différentes étoiles à neutrons, justement. Une étoile à neutrons, ça ne peut pas avoir n'importe quelle masse. La limite en fait, de masse d'une étoile à neutrons, c'est 2 masses solaires. 2,5 masses solaires. C'est-à-dire que si une étoile à neutrons est plus lourde, si vous mettez plus de 2,5 masses solaires dans le volume d'une étoile à neutrons, elle devient trop lourde, elle s'effondre en trou noir. Donc on a cette limite, c'est pour ça que vous voyez sur ce graphe, en vertical, eh bien, il est coté en fonction de la masse des astres. Donc toutes les étoiles à neutrons, vous voyez que quand on mesure leur masse, eh bien, elle est toujours inférieure à 2,5 masses solaires. Voilà, donc c'est une première famille d'astres denses. Et puis ensuite, au-delà, on va avoir des astres plus lourds, donc des trous noirs. Et jusqu'il n'y a pas très longtemps, la plupart des trous noirs qu'on étudiait étaient justement ces fameux trous noirs stellaires, donc des trous noirs qui sont le résidu de la mort d'étoiles. Ce sont les trous noirs qui sont ici écrits en violet, qu'on appelle EM black holes, donc des étoiles qui étaient détectées par leurs émissions de lumière, donc électromagnétiques. Et vous voyez que ces trous noirs violets, eh bien, ils ont une masse qui est comprise entre 5 masses solaires et, disons, 20 masses solaires. Voilà. Ça, c'est la bande dans laquelle on a détecté toujours ces fameux trous noirs qui brillent parce qu'ils sont en train d'aspirer une étoile à côté et que ça la dérange énormément et ça les fait briller très très fort. Et pendant très longtemps, on s'est demandé, mais est-ce qu'il y a des trous noirs qui peuvent être plus lourds que ça ou moins lourds que ça? C'est une question qui est une question très très importante. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des trous noirs qui sont plus lourds que 20 masses solaires? Eh bien en fait, jusqu'à une nouvelle technique de détection de trous noirs qui est arrivée en 2015, on n'en avait pas trop. Et puis d'un seul coup, on est arrivé, vous en avez déjà entendu parler, on en parle depuis 1 an dans les émissions qu'on fait ici sur la chaîne du Planétarium, on a détecté des ondes gravitationnelles. Et ces ondes gravitationnelles nous ont permis de détecter des trous noirs qui fusionnent entre eux pour former des trous noirs plus gros encore. Et là, on a la catégorie, la famille qui est tout en haut, donc tous ces fameux trous noirs bleu clair que vous avez là. Et donc ces fameuses ondes gravitationnelles eh bien, nous ont permis de prendre conscience de l'existence de trous noirs qui pouvaient faire 20, 30, 40, 50, 80. Le plus gros trou noir qu'on ait détecté avec cette technique d'ondes gravitationnelles fait 160 masses solaires.
Ce sont des trous noirs qui sont très gros, très massifs. Et du coup, on se demande comment est-ce que ce genre de monstres peuvent être créés. Et la réponse, c'est justement cette technique qui nous la donne, c'est par fusion de trous noirs plus petits. Donc on sait que deux petits trous noirs peuvent fusionner pour donner un trou noir plus grand encore. Donc au-dessus, on arrive donc à en trouver des plus gros. Je regarde un petit peu vos questions. Polo me demande, il brille pas dans le spectre visible, mais dans le domaine radio. Alors, quand un trou noir brille, entre guillemets, c'est pas le trou noir qui brille, c'est la périphérie, c'est ce qui se passe autour de lui. Et en général, ça brille surtout dans le domaine des rayons X, parce qu'en fait, il y a des phénomènes qui sont très très énergétiques qui se passent autour. On en parlera tout à l'heure, Polo. Voilà. À cause de ce qu'on appelle le disque d'accrétion de matière qui est autour. Voilà. La question, la grande question qu'on se pose, c'est au contraire la limite inférieure. C'est-à-dire qu'on connaît des trous noirs qui vont jusqu'à 5 masses solaires. Or, les étoiles à neutrons, elles ont une limite stricte qui est de 2,5 masses solaires. Et donc la question c'est, est-ce qu'il existe des petits trous noirs qui ne feraient que quelques masses solaires, genre 3 masses solaires, 4 masses solaires. Donc on a ce fossé là entre la masse des étoiles à neutrons et la masse des trous noirs les plus légers. Et ce problème, c'est ce qu'on appelle le mass gap qui est ici. Donc c'est cette bande là entre 2,5 et masse solaire où on n'a pas grand chose. Et où donc il y a plein de questions qui se posent, puisqu'évidemment quand vous avez une famille, vous avez toujours aux limites pour vous demander quels sont les phénomènes qui limitent justement l'existence de ces familles d'astres. Et donc le premier article dont je vais vous parler aujourd'hui est un article qui annonce la détection d'un petit trou noir, d'un de ces petits trous noirs qui est dans ce gap, dans cette bande vide là, dans laquelle certains postulent qu'un trou noir ne peut pas se former parce qu'il serait trop léger, d'autres imaginent que ce serait possible. Donc on a évidemment d'un côté la théorie, où on va essayer d'imaginer les mécanismes qui permettent de faire des trous noirs légers, et de l'autre côté l'observation qui va essayer de valider tout ça et de voir si on peut ou pas observer ce genre de choses. Et bien c'est le sujet. C'est le sujet, c'est ce dont on va parler. Peter me demande, est-ce qu'on a des fusions d'étoiles comme on a des fusions de trous noirs? La réponse est oui. La réponse est oui, et d'ailleurs tu peux la voir, hop, attends, je vais t'enlever, voilà, t'enlever le rouge. Tu peux le voir ici, en fait, sur cette image. Alors on n'a pas tous les étoiles à neutrons, ni tous les trous noirs ici. On a surtout, ce qui intéresse là, c'est ceux qui ont été détectés parce qu'ils émettent des ondes gravitationnelles. Et pour émettre des ondes gravitationnelles, il faut deux astres denses qui s'approchent très près de l'un de l'autre, qui tournent très vite l'un autour de l'autre avant de fusionner ensemble. Eh bien, cette technique de détection d'ondes gravitationnelles a non seulement permis de détecter des fusions de trous noirs, ce sont tous les trous noirs bleus qu'on voit en haut. Vous voyez, ces figures, elles sont toujours par 3. Vous avez toujours deux trous noirs de masse un peu faible qui vont fusionner pour donner un trou noir de masse plus importante. Et si vous regardez dans la famille des étoiles à neutrons, eh bien vous voyez qu'on a aussi détecté quelques étoiles à neutrons qui fusionnent elles-mêmes pour donner un astre plus gros. Donc on a déjà détecté les ondes gravitationnelles issues de la fusion de deux étoiles à neutrons. Qu'est-ce que ça produit? On n'en sait trop rien pour l'instant. Voilà. Est-ce que ça produit? Normalement, ça devrait produire un mini trou noir, donc justement dans cette famille-là. Sauf que ces mini trous noirs, on ne les a pas observés, on a juste observé les ondes gravitationnelles émises par la fusion. Mais le résultat lui-même n'est pas visible. Donc on ne sait pas si ça a bien produit un trou noir ou pas. Ça paraît logique, mais il faut encore le prouver. Voilà. Donc c'est possible. Les micro-trous noirs, je vais peut-être pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui, Terror. Peut-être une prochaine fois. Alors on peut avoir... Alors vous envisagez évidemment toutes les possibilités. Et des étoiles à neutrons avec un gros trou noir. Alors ça, c'est possible. On en a détecté un. D'ailleurs, vous le voyez ici, au centre de l'image. Un objet qui a priori est soit un tout petit trou noir, soit la plus grosse des étoiles à neutrons, qui aurait fusionné avec un trou noir normal pour faire un trou noir un tout petit peu plus massif. Donc effectivement, ce genre de système est aussi possible, quoique apparemment relativement rare. Voilà. Qu'est-ce qu'on observerait si on approchait de la frontière d'un trou noir? Alors, je vais aller très vite, parce que si je commence à rentrer là-dedans, j'aurai pas le temps de parler de mes deux articles, et c'est quand même l'objectif de la soirée.
Et alors, non, je ne vais pas en parler parce que c'est l'objet de mon deuxième article de tout à l'heure, la distorsion d'espace et de temps près d'un trou noir. Donc voilà, tiens, je garde ça pour tout à l'heure. On parlera des distorsions spatio-temporelles près des trous noirs tout à l'heure. Revenons donc à mon histoire. Du coup, tout commence avec l'observation d'une étoile qui se trouve dans la constellation de la Licorne, qui s'appelle Monocéros. C'est pas la constellation la plus connue, et pourtant elle se trouve à côté d'autres constellations qui sont très connues, qu'on voit encore un petit peu dans le ciel maintenant, quoique là avec le printemps, plus trop. C'est, comme vous le voyez, en haut à droite, on a la constellation d'Orion, très connue, l'une des constellations les plus faciles à observer, celle que j'apprends aux tout petits quand ils viennent au plané. C'est l'une des premières constellations avec la grande ours qu'on apprend à reconnaître dans le ciel. Et en dessous d'Orion, vous avez l'étoile très brillante Sirius, qui est dans le grand chien. Et au-dessus, en haut à gauche, le petit chien, qui est assez facile à voir avec Procyon, qui est une étoile très brillante. Et entre Orion, le petit chien et le grand chien, eh bien, il y a une zone du ciel. Alors, à l'œil nu, c'est tout noir, on ne voit rien. Il n'y a pas d'étoiles très brillantes. C'est pour ça que cette constellation est vraiment difficile à observer. Et donc, c'est là où les anciens Grecs ont imaginé une licorne. Bon, très bien. Et donc, dans cette constellation, évidemment, il y a plein d'étoiles. Et l'étoile qui va nous intéresser aujourd'hui, elle porte le très joli nom de V723 Monocérotis, c'est-à-dire l'étoile V723 de la constellation de Monocéros, la licorne. Voilà. Alors cette étoile, alors elle est assez intéressante, on l'étudie depuis pas mal de temps. Cette étoile, c'est ce qu'on appelle une étoile variable, c'est-à-dire une étoile dont la luminosité n'est pas parfaitement constante au cours du temps. Cette étoile, elle est aussi intéressante parce que sa masse est la même que celle du Soleil. C'est une étoile qui a une masse solaire, mais c'est une étoile qui ne ressemble pas du tout au Soleil, ou plutôt une étoile qui ressemble au Soleil tel qu'il sera dans 4 milliards d'années, lorsqu'il arrivera à la fin de sa vie, lorsqu'il aura fusionné une bonne partie de son carburant, de son hydrogène. Il va se passer différents phénomènes. Alors pas un pulsar, le Soleil ne fera pas un pulsar d'ailleurs, parce que le Soleil n'est pas assez massif pour faire un noyau qui soit aussi dense qu'un pulsar, une étoile à neutrons. Mais à la fin de sa vie, le Soleil, il va se mettre à enfler. Et d'une étoile classique, normale, il va devenir ce qu'on appelle une étoile géante rouge. Donc une étoile beaucoup plus grosse, dont la surface va progressivement englober les orbites de Mercure, Vénus, etc. Donc V723 Monocérotis, c'est une étoile qui ressemble un peu à ce que le Soleil fera quand il commencera à mourir dans quelques milliards d'années. C'est-à-dire c'est une étoile qui fait à peu près la masse du Soleil. Par contre, c'est une étoile qui est 25 fois plus grosse que le Soleil. Voilà. Et c'est une étoile qui est 150 fois plus lumineuse que le Soleil. Donc vraiment, le Soleil deviendra beaucoup plus gros, beaucoup plus lumineux. Donc voilà, c'est une étoile qui est en fin de vie. Et ce qu'on sait, c'est que cette étoile, elle bouge. Et ça, en général, c'est assez curieux. C'est une géante rouge, ouais, tout à fait, Zygomatrix. Et cette étoile, elle bouge, elle tourne. Et ça, c'est assez curieux de voir une étoile qui tourne. Attends, là, c'est assez curieux de voir une étoile qui tourne parce qu'en général, quand une étoile tourne, elle tourne autour de quelque chose. Et là, en général, ça devient tout de suite intéressant. Alors, pour étudier cette étoile, et c'est aussi ça qui est intéressant, et je voulais vraiment y venir dans cette chronique aujourd'hui, pour étudier cette étoile, on n'a pas forcément utilisé de nouveaux télescopes avec de nouveaux instruments pour faire de nouvelles mesures. Pour une bonne partie de cette étude, en fait, l'essentiel des données qui ont été utilisées proviennent d'instruments et d'expériences qui datent pour certains de 20 ans. Et c'est là où je voulais en venir, et c'est quelque chose qui est assez important. En sciences, en général, et en astronomie en particulier, aucune donnée de vieille expérience n'est vieille. C'est-à-dire que plus on fait des expériences, plus on met des télescopes spatiaux dans l'espace, plus on prend des données, toutes ces données, on les enregistre, on les garde bien précieusement, parce qu'on ne sait jamais, en replongeant dans ces données, en cherchant des choses qu'on n'imaginait pas avant, ou alors en cherchant des données différemment de la manière dont on les cherchait avant, eh bien on peut toujours trouver des choses absolument fascinantes qui sont encore cachées
dans ces données. Donc il n'y a pas de vieille observation, il n'y a pas de vieilles données, il y a juste un tas d'informations qui va grandir avec le temps. Et c'est exactement ce qui a été fait ici. Donc ça c'est important. Alors ces données, alors elles ne sont pas inexploitées, Peter, puisque on les exploite, on les a exploitées dans le cadre de l'expérience qui les a enregistrées, mais effectivement on les garde en réserve et la communauté peut, si elle le demande, à n'importe quelle époque normalement, toujours pouvoir y accéder de nouveau. Alors, comment est-ce qu'on a étudié cette étoile? Alors cette étoile, pour savoir un peu ce qui se passait sur cette étoile, eh bien on a fait plusieurs choses. La première chose, c'est justement d'étudier la luminosité de cette étoile. Donc c'est-à-dire la lumière. Tout à l'heure je vous ai dit que cette étoile était variable. On sait qu'elle change avec le temps. Alors on a retourné dans différentes observations, certaines qui se font depuis la Terre, hein, c'est la carte que je vous ai dessinée ici, avec deux expériences, une qui s'appelle KELT, avec des télescopes en fait automatisés, donc des télescopes derrière lesquels vous n'avez pas besoin de mettre votre œil tous les soirs, des télescopes robots que vous pouvez commander depuis n'importe où dans le monde pour faire des surveys, donc pour faire pour observer des grandes parties du ciel. Et en observant chaque soir la même partie du ciel, pour simplifier, et bien en fait vous pouvez analyser des milliers, des millions d'étoiles et voir soir après soir, semaine après semaine, mois après mois, si par contre, si vous avez des variations dans leur lumière qui pourraient être dues à plein de phénomènes différents. Et du coup, ces expériences KELT, il y en a donc une aux États-Unis, il y en a une en Afrique du Sud, et puis un autre binôme d'observation, c'est ASAS, avec la partie nord qui est à Hawaï et la partie sud qui est dans le Chili, et qui observe depuis très longtemps, depuis des années, hein, c'était dans les années 2000, je sais plus, j'ai plus noté, donc je vais pas dire de bêtises. Et donc on est retourné dans ces données-là. Évidemment, ce genre de survey, cette étoile, ils l'ont depuis un paquet de temps. Et en parallèle, on s'est servi, alors ça c'est assez original aussi, je vais te parler de la distance tout à l'heure, disque salto, t'en fais pas. On s'est servi aussi des données d'un télescope spatial. Alors là aussi c'est assez rigolo, parce qu'en fait ce télescope spatial n'est absolument pas destiné à la détection de trous noirs ou d'astres denses dans l'univers. Ce télescope s'appelle TESS, et en fait son objectif à lui c'est de détecter des exoplanètes qui tourneraient autour d'autres étoiles. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que des gens qui cherchent des trous noirs vont aller chercher des données dans un télescope qui cherche des exoplanètes? Tout simplement parce que le principe de TESS, c'est là encore d'étudier pendant très longtemps la luminosité d'un maximum d'étoiles pour détecter l'éventuelle baisse de luminosité que l'étoile pourrait avoir si une planète passe devant. C'est ce qu'on appelle la technique des transits. Donc peu importe qu'on cherche des planètes avec ça, le télescope TESS est de base un télescope qui mesure la luminosité des étoiles. Donc tout ça a permis de vérifier ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle les courbes de lumière, c'est-à-dire la variation de la luminosité de cette étoile en fonction du temps. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On a les deux télescopes ASAS qui sont en haut, les deux télescopes, enfin les deux observatoires KELT qui sont au milieu, et en bas on a le télescope spatial TESS. Et donc l'intérêt, c'est que évidemment l'étoile elle varie de la même manière, observée par différents observatoires, mais du coup on peut additionner ces données, on peut les rajouter les unes aux autres, et statistiquement ça fait encore plus d'informations, et donc ça donne encore plus de précision sur les données qu'on prend. Et si vous regardez un petit peu cette courbe, vous allez vous apercevoir que cette variation, elle se fait pas tout à fait de la même manière, c'est-à-dire qu'on a toujours un pic, les pics, le sommet de luminosité est toujours le même. Par contre, le creux de luminosité, vous avez un creux qui est assez peu marqué, et puis un deuxième creux qui est beaucoup plus marqué. Et ça, c'est relativement intéressant parce que ça veut dire que cette étoile, elle ne varie pas de la même manière au cours de son mouvement. Et ça déjà, c'est quelque chose de particulier, parce que si ça revient régulièrement, ça veut dire que ça ne peut pas être juste des bouffées comme ça aléatoires. Il y a quelque chose de régulier dans ce mouvement
qui fait que sa lumière n'est pas la même, et cette courbe de lumière déjà posait un petit peu problème. Pour comprendre un peu ce qui se passe, il a fallu, en plus de sa luminosité, étudier aussi son mouvement. Je vous dis depuis tout à l'heure qu'elle bouge. Alors comment est-ce qu'on étudie un mouvement alors non, c'est pas une céphéide. Justement, Sinerta, c'est pas une céphéide. Je vais t'expliquer dans 2 secondes. Je garde un petit peu le suspense évidemment. Quel est le résultat. Je vous présente d'abord les résultats, puis après je vous dirai ce qu'on a trouvé. Alors pour étudier le mouvement des étoiles, ce qu'on fait, alors je vous ai repris un petit schéma. On étudie la lumière d'une étoile, donc une étoile qui émet de la lumière. Vous le savez, la lumière, on peut la considérer comme une onde, d'accord? Et quand on mesure la longueur d'onde de la lumière, eh bien ça correspond à des couleurs. Le bleu a une longueur d'onde plus courte, le rouge a une longueur d'onde plus longue, puis d'autres longueurs d'onde même qui ne sont pas visibles par l'œil. Si une étoile ne bouge pas, elle va émettre de la lumière dans tous les sens, ce qui fait que quel que soit l'endroit d'où vous regardez l'étoile, vous verrez toujours exactement la même lumière. Par contre, si l'étoile bouge, si elle se déplace, eh bien, il va se passer un phénomène. Donc ici, vous voyez, l'étoile, elle se déplace vers la droite. Et donc, en se déplaçant, eh bien, vers l'avant de l'étoile, les crêtes de l'onde sont beaucoup plus resserrées. Et à l'arrière de l'étoile, les crêtes de l'onde sont beaucoup plus distendues. Ce phénomène, vous en avez certainement entendu parler, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. C'est très très facile à détecter avec du son, qui est aussi une onde, puisque lorsqu'un objet qui émet un son s'approche de vous, le son paraîtra plus aigu, parce que la longueur d'onde est plus courte, parce que la fréquence est plus élevée. Et à l'inverse, lorsqu'un objet qui émet un son s'éloigne de vous, eh bien, la fréquence paraît plus basse, là encore, parce qu'on a cet écartement dans les vagues de l'onde. Eh bien, ce qui se passe pour le son, c'est exactement pareil avec la lumière pour des étoiles. L'équivalent d'un son plus aigu, ça sera une lumière qui sera légèrement plus bleue. Et l'équivalent d'un son plus grave, si l'étoile s'éloigne, eh bien, ce sera une lumière légèrement plus rouge. Alors quand je dis légèrement, je dis extrêmement légèrement. Il ne faut pas imaginer que les étoiles deviennent subitement soit bleues, soit rouges, parce qu'elles bougent. C'est des variations extrêmement faibles de leur couleur. Donc toute cette science s'appelle la spectroscopie, qui étudie justement les variations de la couleur émise par l'étoile. Et donc en regardant la lumière de cette étoile, et on peut avoir une idée de son mouvement, parce que si la lumière de son étoile est légèrement décalée vers le bleu, ça veut dire qu'elle se rapproche. Si elle est légèrement décalée vers le rouge, ça veut dire qu'elle s'éloigne. Et si ce décalage se produit en permanence, eh bien ça veut dire que l'étoile elle est en train d'avancer et de reculer. En général, ça veut dire qu'elle est sur une orbite et qu'elle va venir vers nous, s'éloigner de nous, venir vers nous, etc., etc. Donc en étudiant la lumière de l'étoile, on peut très précisément étudier son mouvement. Et c'est ce qu'on voit sur cette deuxième courbe, qui nous montre donc que cette étoile, eh bien, elle s'éloigne, elle se rapproche, elle s'éloigne, elle se rapproche, et ça permet d'étudier l'orbite de cette étoile. Voilà. Le redshift et l'effet Doppler, c'est la même chose du coup. Oui, c'est ça, exactement. Le redshift, c'est lorsque l'étoile s'éloigne de toi et que sa lumière va paraître légèrement plus rouge. Redshift, le décalage vers le rouge. A l'inverse, tu as le blue shift si elle s'éloigne, si elle se rapproche. Donc là, vous voyez, ce graphe vous montre la vitesse de l'étoile en fonction du temps. Et donc vous voyez que de temps en temps, sa vitesse est positive, c'est-à-dire qu'elle s'éloigne de nous. Et puis de temps en temps, elle est négative, c'est-à-dire qu'elle se rapproche de nous et qu'elle fait ça périodiquement. Le fait d'étudier sa vitesse et sa lumière a permis de comprendre ce qui se passe. Et ce qu'on a compris, c'est ça. L'étude de l'effet Doppler nous a montré que cette étoile, elle tourne. Elle tourne sur elle-même, on a pu déterminer son orbite, une orbite qui est quasiment circulaire, qui a une période de 60 jours, donc ça on sait bien. Et pour expliquer les variations de luminosité, eh bien, on peut les expliquer assez facilement avec un modèle qui imagine que l'étoile, elle n'a pas la même forme. C'est-à-dire qu'on ne verrait pas la même forme de l'étoile au cours de son déplacement. Si on combine les informations sur la luminosité, donc sur sa forme, et les informations sur son mouvement, eh bien on va arriver à une situation qui est celle-ci, qui est le fait en réalité que l'étoile ne change pas de forme, elle a une forme qui est unique, mais cette forme, c'est une forme qui est allongée,
Et en fonction de là où elle est, eh bien, on la verra soit très allongée avec une luminosité plus importante, soit on la verra quasiment circulaire quand elle nous montre son arrière. Et donc, en fait, ce qu'on a, c'est une étoile qui est en forme de patate, qui est en forme d'ellipse, et qui est étirée par quelque chose. Les différentes informations que l'on a sur cette étoile nous permettent aussi de remonter à la masse de l'astre central. Puisque si l'astre est plus ou moins massif, eh bien l'orbite sera plus ou moins rapide et la déformation sera plus ou moins importante. Donc on peut remonter. Et donc ce qu'on sait, c'est que cet astre central fait exactement 3 fois la masse de l'étoile. Cette étoile fait une masse solaire, donc l'astre central fait 3 masses solaires. Et si cette étoile est aussi déformée, eh bien ça veut dire que la gravité de cet astre l'étire très très fort. Et il n'y a pas 36 astres dont la gravité est suffisamment forte pour étirer une étoile. Il y a des trous noirs, et il y a aussi ces fameuses étoiles à neutrons, c'est-à-dire des astres qui ne se sont pas complètement effondrés en trous noirs, qui sont quand même très denses, et qui pourraient être sur cette limite-là. Donc il y a une dernière question à laquelle il a fallu répondre, c'est est-ce que ce qu'on a au centre c'est un trou noir, ou est-ce que ça pourrait être une étoile à neutrons? Zygomatics pose la bonne question, si c'était une étoile à neutrons, on la verrait. Eh bien pas forcément. Pas forcément parce que justement, une étoile à neutrons, là c'est une illustration d'artiste, c'est pas une vraie photo, une étoile à neutrons c'est un astre qui est extrêmement petit. Quand je dis extrêmement petit, une étoile à neutrons, la taille d'une étoile à neutrons c'est de l'ordre de 10 km. C'est monstrueusement petit, 10 km, surtout quand vous regardez des trucs à des centaines, voire des milliers d'années-lumière. Ce qui fait qu'une étoile à neutrons peut tout à fait briller, mais être trop petite pour qu'il y ait assez de lumière pour qu'on la voie. Donc, on a cette question, est-ce qu'on a affaire à un tout petit trou noir ou à une très grosse étoile à neutrons? Mais tout ça serait trop loin pour qu'on la voie. Et donc là, on a fait appel à une troisième observation. Donc vous voyez que parfois il faut vraiment accumuler les choses pour petit à les avoir, il faut les mouvements, il faut la lumière. Et tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'était en replongeant dans d'anciennes données sur V723 Monocérotis qu'on a eu tout ça. Par contre là, on a demandé justement à un nouveau télescope d'observer cette région-là. Pourquoi? Parce qu'une étoile à neutrons en lumière, elle n'émet pas forcément beaucoup de lumière. Par contre, une étoile à neutrons, elle émet énormément de rayons X. Les rayons X, c'est de la lumière, mais une lumière qui est beaucoup plus énergétique que la lumière visible qu'on peut avoir avec nos yeux. Et donc, on a demandé au télescope spatial Swift... j'avais prévu cette petite image. C'était vous parler, quelqu'un tout à l'heure m'a demandé c'est quoi la densité d'une étoile à neutrons. Pour vous donner une idée, dans une étoile à neutrons, la matière est tellement condensée que si vous alliez sur une étoile à neutrons et que vous faisiez l'expérience qui est ici, c'est-à-dire que vous preniez une cuillère à café d'étoile à neutrons, avec à peu près le volume qui est là, eh bien, ce que vous avez dans la cuillère a une masse qui avoisine 1 milliard de tonnes. Voilà. La densité moyenne d'une étoile à neutrons, c'est 100 millions de tonnes par centimètre cube. C'est absolument monstrueux. Donc évidemment, ce sont des astres qui sont extrêmement denses. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé au télescope Swift d'observer la région de cette étoile pour voir s'il y avait plein de rayons X. Parce que s'il y a des rayons X, à ce moment-là, ça peut être deux choses. Ça peut être soit une étoile à neutrons, dans ce cas c'est possible, soit ça peut être aussi, ouais c'est absolument dingue, dès qu'on parle d'astres denses, les chiffres s'envolent et c'est toujours assez fulgurant. Soit c'est une étoile à neutrons, soit ça pourrait être aussi un trou noir qui justement serait trop près de son étoile. Et là je reviens à la question que vous m'avez demandé tout à l'heure. Comment est-ce qu'un trou noir fait pour émettre des rayons X à foison? Et bien par exemple sur cette image d'artiste aussi qui illustre un autre couple d'étoiles qui s'appelle Cygnus X1, et bien si un trou noir est trop près de l'étoile, et bien l'étoile va se déformer sous les effets de marée gravitationnelle due au trou noir, et on peut avoir un transfert de matière, un transfert de plasma entre l'étoile et le trou noir. Mais cette matière, quand elle arrive sur le trou noir, eh bien, elle ne tombe pas directement dans le trou noir. C'est exactement quand vous avez de l'eau dans votre baignoire,
vous ouvrez la bombe de la baignoire, l'eau tombe pas directement dans le trou, parce qu'il y a beaucoup d'eau qui s'amasse autour du trou, donc ça fait un peu embouteillage, et donc l'eau va se mettre à tourbillonner autour du trou. Là c'est un peu la même chose. Un trou noir n'est pas un trou, c'est pas une baignoire, mais ça n'empêche que effectivement il y a un peu le même phénomène. La matière va commencer à tourner autour du trou noir, à tourner de plus en plus vite, de plus en plus fort, s'échauffer jusqu'à des températures qui peuvent atteindre des millions, voire des milliards de degrés. Donc l'environnement des trous noirs peut être l'un des environnements les plus chauds de l'univers, et évidemment à ce genre de température, eh bien, la matière émet énormément de rayonnement, pas de la petite lumière classique, mais des rayons X qui sont vraiment beaucoup plus énergétiques. Et en plus, effectivement, Polo, toute cette matière qui tourne autour du trou noir, il y en a une partie qui va être éjectée suivant deux jets au pôle nord et au pôle sud du trou noir avant de tomber dans le trou noir, mais ce n'est pas ces jets qui nous intéressent pour aujourd'hui. Donc un trou noir peut émettre beaucoup de rayons X aussi, si jamais il est en train d'avaler de la matière, à cause de ce disque d'accrétion qui est autour du trou noir. Et le résultat de Swift, quand on lui a demandé d'aller voir V723, et bien le résultat c'est qu'il n'y a détecté quasiment pas de rayons X. Très peu. Donc c'est bien parce que ce résultat a permis d'éliminer ces deux scénarios. Donc c'est a priori pas une étoile à neutrons. Le trou noir, puisque c'en est un, n'est a priori pas suffisamment proche de l'étoile pour qu'il y ait justement ce genre de transfert de matière comme on voyait ici. Et donc ce qu'on a ici, et c'est la conclusion de cette étude, c'est qu'on a un système très intéressant. Tout à l'heure je vous ai dit que la plupart des trous noirs, avant les ondes gravitationnelles, on les détectait parce que justement ils avalaient de la matière et qu'ils étaient très brillants. Et bien là, on a enfin la possibilité de détecter un trou noir qui ne brille pas, et on va détecter sa présence par les effets qu'il va avoir sur l'étoile autour de lui en train d'orbiter et de se déformer. Alors c'est pas encore tout à fait sûr, il y a un petit peu de rayons X quand même qui sont émis par ce système. Donc du coup dans l'article on se pose des questions, on se dit est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de matière qui filerait vers le trou noir? C'est une première possibilité, c'est pas la plus probable. L'autre possibilité c'est que ça vienne directement de l'étoile, dont une part de l'atmosphère émet un petit peu de rayons X, mais des trucs pas très énergétiques et pas en grande quantité. Et donc ici, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'on a bien effectivement une étoile géante rouge qui tourne autour d'un trou noir. Alors les deux choses intéressantes dans cette étude, et je vais terminer avec ça pour la première, c'est que donc nous avons un trou noir de 3 masses solaires, c'est-à-dire l'un des trous noirs les plus légers qu'on ait jamais détecté de toute l'histoire de la recherche des trous noirs. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'en plus, eh bien, ce trou noir se trouve être le trou noir le plus proche de la Terre que l'on connaisse à l'heure actuelle, puisque ce trou noir se trouve, d'après l'article, donc à 1500 années-lumière de nous. Donc, pas besoin de paniquer, 1500 années-lumière, c'est pas la porte à côté. Le trou noir précédent, qui était certain, parce que des fois on dit ah j'ai trouvé un trou noir et puis il s'avère qu'après en fait c'était pas un trou noir mais d'autres trucs, mais le trou noir certain qu'on avait avant était à 3000 années-lumière. Donc jusqu'au mois dernier, quand on me demandait le trou noir le plus proche de la Terre, je disais 3000. Et donc avec cette étude-là, je vais changer maintenant et je dirais maintenant, de ce qu'on en sait, le plus proche, il est à 1500 années-lumière. Alors oui, Zygomatics, tu vois les grands titres dans les journaux. Un trou noir frôle la Terre à 1500 années-lumière de distance. Bon, 1500 années-lumière, c'est gigantesque, c'est immense. Donc évidemment, on n'a aucun souci à se faire. En plus, c'est un petit trou noir, le plus petit que l'on connaisse actuellement. Et c'est pour ça que c'est vraiment très très intéressant, ces fameux résultats-là. Voilà. Ce qui est assez rigolo, c'est que dans l'étude, puisqu'on fait ça sérieusement, du coup, il y a quand même plein d'hypothèses qui ont été émises. Pour avoir 3 masses solaires, en fait, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez avoir un trou noir de 3 masses solaires, mais du coup, vous pouvez avoir aussi, par exemple, 2 étoiles à neutrons, ou 2 ou 3 naines blanches, qui tourneraient les uns autour des autres très très serrés, et autour desquelles l'étoile tourne. Alors c'est assez rigolo parce que du coup, toutes ces solutions, elles ont vraiment été sérieusement envisagées. Voilà, donc vous avez ici, donc ça c'est un des tableaux de l'étude, où vous avez donc sur la colonne de gauche les différentes hypothèses. Donc est-ce que ce
autour de quoi tourne V723? Est-ce que c'est une étoile seule, single star? Donc ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que déjà on l'aurait vu, et deuxièmement, comme les deux astres tournent l'un autour de l'autre, eh bien au moment où la petite étoile passe devant la grosse, on aurait dû voir des brèves baisses de luminosité parce que la petite étoile aurait caché la lumière de la grosse. Et ça, on l'a pas vu dans les courbes de lumière, donc ça peut pas être une petite étoile. Est-ce que ça peut être une petite naine blanche, une petite étoile à neutrons? Est-ce que ça peut être deux étoiles, ou une étoile et une naine blanche, ou deux étoiles à neutrons, ou une naine blanche et une étoile à neutrons? Donc vous voyez, tous les scénarios ont été envisagés. Et la colonne numéro 2, c'est la probabilité, au vu de tout ce qu'on a observé, que ça soit ce cas-là. Et en fait, le cas le plus probable, celui qui explique tout très simplement, c'est justement un seul trou noir de 3 masses solaires. Les autres hypothèses sont soit complètement évacuées par les observations qui ont été faites, soit sont probables, mais peu probables, en tout cas beaucoup moins que celles d'un trou noir simple. C'est pour ça qu'a priori, on est vraiment sur cette forme-là. Voilà. Est-ce la fin du monde? On va tous mourir? Non. Alors ça c'est intéressant, il y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps sur qu'est-ce qui se passerait si un trou noir traversait le système solaire. J'aurai malheureusement pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais si j'y pense, je vous en parlerai une prochaine fois parce que du coup c'est assez rigolo d'envisager ce genre de scénario catastrophique au vu des connaissances physiques que l'on a actuellement. On peut simuler ce genre de choses, donc c'est assez sympa. Voilà. Donc tout ça pour dire que on a bien détecté le plus petit trou noir connu à la plus petite distance connue. Voilà, c'est pour ça que l'article était intéressant. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Il se trouve, donc le titre c'est Unicorn in Monoceros, The Three Solar Mass Dark Companion in the Bright Nearby Red Giant V723 Monocerotis in a Non-Interacting Mass Gap Black Hole Candidate. Voilà, donc ce titre est un peu long, mais tous les mots et les termes, je les ai expliqués. Le gap de masse, le candidat de trou noir, une étoile qui n'interagit pas avec le trou noir, de 3 masses solaires. Donc voilà, on a absolument tout. C'est un très joli article que vous pourrez essayer de retrouver si ça vous fait plaisir. Voilà. Est-ce qu'on connaît la proportion du système binaire? Oui, on la connaît et elle est extrêmement importante. Il y a dans notre galaxie, a priori dans l'univers, beaucoup plus d'étoiles multiples, binaires, plus rarement triples, plus rarement quadruples, plus rarement quintuples. On en connaît des sextuples aussi. Mais en tout cas, des systèmes multiples d'étoiles, il y en a énormément. Et des étoiles seules comme le Soleil sont plus des étoiles solitaires que des étoiles pardon, les étoiles simples ne sont pas la généralité. La généralité, c'est plutôt les étoiles multiples. Voilà. Christine a des choses à dire sur mon anglais. Eh bien, je serais ravi que tu me lises un jour à voix haute cet article. Je vous avais prévenu de toute façon que mon accent était déplorable. Donc, ce sera ça ou rien. Et puis voilà. Allez, je passe. Oh là là, je suis en retard. On passe au deuxième article? Ça vous va? Ouais. Allez, c'est parti. Du coup, hop, on revient sur ce truc dont je vous avais parlé tout à l'heure. Je vous avais dit donc qu'il y avait un mass gap, il y avait un trou dans les masses des trous noirs, en dessous de 5 masses solaires où on ne trouvait rien, et où donc là on commence à trouver des trucs. Il y a un autre gap qui est beaucoup plus important et qui est un mystère complet. Mais pour vous le montrer, je vais devoir considérablement changer l'échelle de l'image qui est ici. Donc je vous le montre maintenant, ce gap. Donc tout ce qu'il y a là, on va le réduire en tout petit en bas de l'image. Et donc on a un autre gap absolument monstrueux qui fait justement la séparation entre deux familles de trous noirs. En bas, donc avec des masses relativement faibles, de l'ordre de la dizaine de masses solaires, c'est ce qu'on appelle des trous noirs stellaires, des trous noirs qui viennent de la mort d'étoiles, étoiles, stella. Et puis en haut, tout en haut, là-haut, on a une deuxième famille de trous noirs qui est très connue, qui s'appelle les trous noirs supermassifs. Et les trous noirs supermassifs, alors il n'y en a pas autant que des trous noirs stellaires. Des trous noirs stellaires dans une galaxie, il y en a des dizaines de millions, des centaines de millions, il y en a beaucoup. Il y en a moins que d'étoiles, mais il y en a beaucoup. Des trous noirs supermassifs, en général, il y en a un, deux grand max.
Ça se trouve en général au centre de la galaxie. Les trous noirs supermassifs, en termes de masse, on n'est pas sur 5 masses solaires, on est sur au minimum le million de masses solaires, et au maximum, certains atteignent plusieurs dizaines de milliards de masses solaires. Donc les trous noirs supermassifs sont des trous noirs absolument monstrueux, qui se trouvent en général au centre des galaxies. C'est pour ça que je vous ai fait un petit rond bleu au centre de la galaxie. Alors évidemment, ils n'ont pas cette taille, hein. C'est juste pour faire un schéma, mais c'est pas aussi gros que ça, un trou noir supermassif. Et donc c'est des trous noirs qui sont gigantesques, qui sont énormes, qui font une part notable de la taille du système solaire. Et une des questions qui se posent, c'est comment est-ce que ces trous noirs supermassifs sont arrivés à cette taille-là. On sait comment les trous noirs stellaires se forment. C'est des étoiles massives qui explosent et qui font effondrer leur cœur. Par contre, aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment est-ce que ces monstrueux trous noirs supermassifs se sont créés au centre des galaxies. Il y en a un au centre de notre galaxie, la Voie lactée, il y en a un au centre de la galaxie d'Andromède à côté, il y en a quasiment au centre de toutes les galaxies que l'on connaît. Voilà. Sinerta nous dit que les tailles et masses sont monstrueuses. Ouais, effectivement. Alors, c'est vertigineux, c'est pas forcément difficile à mémoriser à partir du moment où tu passes ta vie à jouer avec. C'est comme dans toutes les spécialités, les gens qui sont experts en d'autres trucs que je connais pas vont avoir deux têtes, plein d'ordres de grandeur qui me diront quasiment rien pour moi. C'est la même chose, c'est juste une question d'habitude. En gros, pour les trous noirs, c'est simple. 10 masses solaires, c'est un trou noir stellaire. 1 million de masses solaires au minimum, c'est un trou noir supermassif. Et entre, il n'y a rien. Et ça, c'est un gros problème. Parce que on se dit pourquoi il n'y a rien? Est-ce que c'est parce que on n'a pas les instruments spécifiques pour détecter ce genre de trou noir, ou est-ce que c'est parce qu'ils n'existent pas? Et c'est une question lancinante qui anime une bonne partie de la communauté astrophysique depuis un paquet de décennies. Eh bien, je vais vous en parler un petit peu, parce qu'il se pourrait qu'on ait trouvé la signature d'un de ces trous noirs intermédiaires, c'est comme ça qu'on les appelle, donc, dont la masse est de 1000 masses solaires, 10 000 masses solaires, 100 000 masses solaires. Voilà, une masse de quelques dizaines de milliers de masses solaires, donc qui soit plus gros qu'un trou noir stellaire, mais plus petit qu'un trou noir supermassif. Eh bien, je vais vous en parler maintenant. Voilà. Je ne parlerai pas, Polo, de matière noire et d'énergie sombre, puisque ça n'a rien à voir avec les trous noirs. Même s'il y a le mot noir et sombre dedans, mais ça n'a rien à voir. On sait ce que ferait un trou noir qui rencontre un autre trou noir. Oui, et ouais, j'en ai parlé sur le premier article. Donc si tu ne l'as pas vu tout à l'heure, il faudra regarder les replays. En fait, ils fusionnent. Donc deux trous noirs fusionnent pour faire un trou noir plus gros. Voilà, tout simplement, entre guillemets. Allez, du coup, alors ce qui est absolument génial, c'est que dans cet article, eh bien, on utilise plein de choses qui sont très très différentes et qu'on compile ensemble pour détecter ce trou noir assez mystérieux. Donc je vais vous en parler. Une première chose, c'est que on va utiliser un phénomène qui est très intéressant, qui s'appelle la lentille gravitationnelle. Qu'est-ce que c'est la lentille gravitationnelle? C'est le fait, et ça, j'ai vu que certains dans le chat en ont parlé tout à l'heure, c'est le fait que même la lumière peut avoir sa trajectoire courbée par la gravité d'un astre. Évidemment, plus la gravité est importante, plus cette déformation sera importante. Voilà. Donc la lumière peut être déviée par un astre s'il est suffisamment massif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis un siècle, hein, c'est la relativité générale d'Einstein qui le prédisait assez bien. Ça a été découvert la première fois en 1919 par une expérience au Brésil. Donc c'est quelque chose qui n'est pas spéculatif, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie depuis 100 ans, quelque chose qu'on observe en permanence, partout, c'est quelque chose qui est parfaitement acté. Évidemment, si vous déviez la lumière, ça veut dire que s'il y a un objet qui est derrière, si vous déviez la lumière de cet objet, ça veut dire que cet objet, vous n'allez pas le voir tel qu'il serait normalement si la lumière arrivait en ligne droite. Et le principe de regarder un objet et de le voir déformé par rapport à ce qu'il est, on appelle ça un mirage.
un mirage dans un désert. Quand vous avez un mirage, quand vous voyez des palmiers flotter dans le ciel, quand vous avez l'impression que sur une route vous avez de l'eau, puis que vous approchez, en fait il n'y a pas d'eau, tout ça c'est dû au fait que la lumière est déviée par les couches chaudes de l'atmosphère, et que donc l'image que vous regardez est déformée par rapport à la réalité. Donc un mirage, ça arrive à chaque fois que la lumière est déformée, soit sur Terre par les couches chaudes de l'atmosphère, soit dans l'univers par la gravité d'un astre. Donc on va avoir des mirages qui sont dus à la gravité, ce qu'on appelle donc des mirages gravitationnels. Pardon. Michel qui imagine des trous noirs qui sont des bisous, ça m'a un petit peu... Alors, lumière plus chaleur, non, pas forcément Katz. Un mirage, c'est lorsque la lumière est déviée. Après, le phénomène qui la dévie, ça peut être plein de trucs. Ça peut être la chaleur dans l'atmosphère terrestre, ça peut être la gravité, ça peut être d'autres machins. C'est le fait que cette lumière soit déviée qui fait qu'on a un mirage. Et dans l'univers, comme je vous le disais, plus la masse est importante, plus vous avez de chances d'avoir des mirages. Et donc le truc le plus gros qu'il y a dans l'univers, les astres les plus gros possibles, c'est des galaxies. Une galaxie, c'est des centaines de milliards d'étoiles rassemblées ensemble. Et puis parfois même, vous avez la chance d'avoir des amas de galaxies avec plusieurs ensemble. Donc là, on a justement des zones où la gravité est suffisante pour pouvoir dévier la lumière. C'est ce que je vous montre ici. Salut INS. 18h30 INS. 18h30 heure française. Toujours. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? Regardez ici, on peut avoir une galaxie lointaine qui envoie de la lumière dans tous les sens. Et cette lumière, elle va passer près d'un gros amas de galaxies. Et du coup, la gravité de cet amas va déformer la lumière. Ce qui fait que si vous regardez les deux rayons orange, il y a un peu de la lumière de la galaxie derrière qui passe à droite et qui va arriver sur Terre par la droite, et d'autres rayons lumineux qui passent à gauche et qui vont arriver sur Terre par la gauche. Du coup, vous, depuis la Terre, vous voyez de la lumière à droite, donc vous avez l'impression de voir une galaxie à droite, et de voir une autre galaxie à gauche. Alors qu'en fait, il s'agit de la même galaxie dont la lumière se concentre vers vous grâce à cette... C'est comme une lentille, vous savez, une lentille, ça concentre la lumière, pareil. Là, on a exactement la même chose, et donc on peut avoir des images fantômes séparées d'un seul et même objet à cause de cet effet de distorsion de la lumière. Voilà. Alors, du coup, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, par exemple. Donc ici, cette image elle est magnifique. Donc un mirage gravitationnel. L'amas de galaxies, il est au milieu. C'est les galaxies, c'est l'amas de galaxies jaunes qui est là. Et la seule et unique galaxie que l'on voit qui se trouve extrêmement loin derrière l'amas de galaxies, tellement loin qu'en réalité on ne devrait même pas pouvoir l'observer, on va avoir de la lumière de cette galaxie qui passe, vous le voyez, à gauche de l'amas de galaxies, et un peu de lumière qui passe à droite, et tout ça revient sur la Terre, et donc vous avez plusieurs images fantômes d'une seule et même galaxie. Les deux caractéristiques du mirage gravitationnel, c'est que 1, ça multiplie les images, et 2, comme ça concentre la lumière vers la Terre, ça permet de rendre plus lumineux ces astres, et donc de les voir un peu comme une loupe, alors que normalement on ne devrait pas pouvoir les voir. Alors ça, c'est valable avec des amas de galaxies, et c'est super beau, c'est magnifique. Ah oui, d'ailleurs, et du coup, au lieu d'avoir un amas de galaxies, donc avec une gravité un peu bizarre, donc ça fait des images un peu bizarres, en général, vous pouvez même avoir des alignements très très chouettes quand vous avez qu'une seule galaxie et que la galaxie du fond est parfaitement alignée. La lumière passe de tous les côtés autour de la galaxie, et donc au lieu d'avoir des images multiples, vous avez carrément un anneau de lumière autour de la galaxie, ce qu'on appelle les anneaux d'Einstein. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des mirages gravitationnels. C'est absolument superbe. Bien. Une galaxie, ça fait ça, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas les galaxies, c'est les trous noirs. Du coup, la question c'est, est-ce qu'un trou noir fait des mirages gravitationnels? La réponse est oui. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est assez intéressant. Donc, ça n'est pas un vrai trou noir. Ce que je vous montre là, c'est une simulation. Comme on connaît très bien la physique des trous noirs, qui est gérée par la relativité générale d'Einstein, on peut mettre tout ça dans un ordinateur et imaginer, simuler l'aspect qu'aurait un fond étoilé si un trou noir passait devant.
Et la spécialité du trou noir, et ça c'est assez rigolo, c'est que justement vous allez avoir là encore cette démultiplication de sources avec de la lumière qui passe soit d'un côté du trou noir, soit de l'autre. Dans le cas le plus simple, le trou noir va pas en faire 36, parce que là on a une belle symétrie bien sphérique, donc les choses sont assez simples. Et un trou noir en général, il double les images des astres qui sont derrière. C'est quasiment toujours le cas, sauf un alignement parfait, mais sinon, c'est ce que je vous montre ici. Vous pouvez voir sur cette image le doublement des images d'arrière-plan. Regardez par exemple l'étoile brillante qui se trouve en bas de l'image. Et bien si vous regardez bien, on a l'image fantôme qui est juste au-dessus du bord du trou noir. Ce petit point blanc là, c'est la même étoile. Donc on a de la lumière qui est passée par le haut près du trou noir et de la lumière qui est passée par le bas. Voilà. En général, les trous noirs, ils doublent les images fantômes. Regardez, je vous ai fait un petit schéma avec ça. Vous voyez que l'étoile du bas, salut Michel, bonne soirée. L'étoile du bas, eh bien, elle est doublée en haut. Et vous avez sur la partie gauche, vous avez, voyez, une jolie nébuleuse de poussière là. Et si vous regardez, vous voyez exactement la même chose. La nébuleuse de poussière se trouve à droite. Et donc si vous regardez bien, on a exactement l'image de cette nébuleuse à gauche du trou noir, parce que la lumière est passée par derrière. Voilà. Donc le trou noir double les images, et ça c'est très intéressant, parce que justement on va arriver à l'article, j'aurai fini, promis, dans 10 minutes j'ai fini. Qu'est-ce qui se passe? Donc ce qui se passe, c'est ça en fait, hein, c'est le principe. Donc il y a de la lumière qui passe partout, mais les rayons de lumière qui passent au bon endroit peuvent revenir vers la Terre et nous offrir des images multiples de ce qu'il y a derrière. Pourquoi représente-t-on un disque aussi important? Il m'a semblé que le trou noir concentre toute sa matière en un point. Alors ça, c'est une question qui n'est pas bête du tout. Du coup, je vais y revenir quand même 2 secondes. Un trou noir concentre certes sa matière on ne sait pas. Est-ce que c'est un point? Est-ce que c'est pas un point? Est-ce que machin? On ne sait pas. Pourquoi? Et justement là, je vais répondre à ta question. Parce qu'en fait, le trou noir n'est pas défini uniquement par la concentration de matière qui fait au centre. Un trou noir est défini par la zone de l'espace en deçà de laquelle, à l'intérieur de laquelle, tout retour vers l'extérieur est impossible, puisque la gravité du trou noir empêche même la lumière de revenir. Voilà. Donc un trou noir, ce n'est pas un point. Un trou noir, c'est une zone de l'espace à l'intérieur de laquelle rien ne peut revenir, puisque la gravité dans cette zone est suffisamment forte pour que même la lumière y reste piégée. Du coup, ton trou noir, il a bel et bien la forme d'une sphère et pas d'un point. Voilà, c'est important. Hop, je reviens très vite donc à mon petit trou noir qui, donc du coup, la question c'est est-ce qu'on pourrait détecter des trous noirs qui feraient des mirages gravitationnels? C'est très compliqué, parce que déjà, il faut que le trou noir soit extrêmement massif, et en plus, il faut un alignement quasiment parfait, avec un truc lointain qui soit suffisamment lumineux pour que quand même on puisse le voir autour du trou noir. Donc c'est pas simple. Et donc ce qui a été cherché dans l'étude que je vais vous montrer maintenant, eh bien c'est justement, alors déjà on va chercher un phénomène qui est très lumineux, qui dégage beaucoup d'énergie, et l'un des phénomènes qui dégage le plus d'énergie dans l'univers, eh bien c'est ce qu'on appelle des sursauts gamma. Les sursauts gamma, ce sont des phénomènes extrêmement énergétiques, qui déversent des bouffées monstrueuses d'énergie que l'on peut voir quasiment à l'autre bout de l'univers observable. Donc ça c'est assez intéressant. Ces sursauts gamma, en anglais, on appelle ça Gamma Ray Burst, GRB. Voilà. Ok Michel, je suis d'accord avec toi. Du coup, on cherche donc ces phénomènes lumineux. Alors pendant très longtemps, on ne savait pas justement qu'est-ce qui pouvait émettre autant d'énergie. Et on a fini par comprendre, en fait, alors vous allez voir qu'on retombe sur nos pattes, il est très probable que ces bouffées de rayons gamma proviennent de la fusion d'étoiles à neutrons. Rappelez tout à l'heure, on parlait de ces étoiles à neutrons qui étaient juste assez denses pour ne pas s'effondrer en trou noir. Et comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, dans l'univers, il y a énormément de couples d'étoiles qui sont justement en couple.
Du coup, si vous avez deux étoiles massives qui sont en couple et qui finissent par mourir en explosion, vous pouvez avoir deux étoiles à neutrons qui vont continuer à tourner l'une autour d'elle, qui vont spiraler de plus en plus près l'une de l'autre en perdant de l'énergie, et qui vont finir par se rencontrer. Et la collision de deux étoiles à neutrons, eh bien, ça produit une quantité d'énergie faramineuse sous la forme essentiellement de rayons gamma, qui sont de la lumière, mais encore plus énergétiques que des rayons X. C'est la lumière la plus énergétique qu'on connaît. Donc en fait, on a cherché des rayons gamma et on s'est dit, est-ce que par hasard, parmi les milliers de sursauts gamma, donc d'explosions gamma qu'on a observées un peu partout dans le ciel, est-ce que par hasard, il n'y en aurait pas quelques-unes qui auraient par chance été alignées avec un trou noir et qui nous permettraient justement de détecter la présence de ce trou noir qui, sans ça, serait resté complètement invisible. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a cherché, là encore une fois de plus, dans de très anciennes données, des données qui viennent de ce satellite, qui s'appelle le satellite Compton, qui est un satellite qui détecte justement qui a été l'un des premiers à étudier ces fameuses bouffées de rayons gamma, ces sursauts gamma. Donc là, vous le voyez tel qu'il était lorsqu'il a été mis en orbite à partir d'une navette spatiale américaine. C'était à l'époque le plus gros observatoire scientifique jamais mis en orbite autour de la Terre. Il faisait 17 tonnes. Maintenant, il ne fonctionne plus et on l'a désorbité, donc il s'est désintégré dans l'atmosphère. Mais pendant très longtemps, une décennie globalement, je crois, il a observé justement ces fameux flashs gamma. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était, on se demandait, etc. On continue à se poser plein de questions sur ces flashs gamma. Et donc, on s'est dit, peut-être que parmi les milliers de sursauts gamma que Compton a détecté, il pourrait y en avoir quelques-uns qui seraient déformés et qui seraient la signature du passage de ces rayons gamma près d'un trou noir. Le problème, c'est quand vous observez l'univers dans le domaine des rayons gamma, eh bien, la résolution de l'image, la netteté de l'image est extrêmement mauvaise. Pour faire simple, plus l'énergie de la lumière est élevée et plus l'image est dégueulasse. Donc du coup, évidemment, dans les rayons gamma, vous avez des images qui sont très floues. Du coup, c'est très compliqué parce que nous, ce qu'on veut, c'est deux images différentes, deux images fantômes d'un sursaut gamma qui serait passé juste à côté d'un trou noir. Mais tout ça, c'est tellement loin, tellement petit qu'on a besoin d'une résolution en termes d'image monstrueuse. Et en rayon gamma, les seules images qu'on a, c'est des gros pâtés. Ce qui fait que même si on avait deux images séparées, eh bien, sur l'image du satellite Compton, on aurait juste un seul gros pâté où tous les photons seraient accumulés. Donc du coup, pas de bol, ça ne marche pas avec Compton. Mais en fait, si, vous allez voir à quel point c'est ingénieux. On s'est dit, c'est pas grave si la résolution spatiale des images de Compton est très mauvaise, parce que Compton, s'il a une résolution spatiale mauvaise, il a au contraire une résolution temporelle absolument géniale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Compton ne voit pas très bien d'où vient le rayon gamma. Par contre, il sait parfaitement à quel moment est-ce que ce photon gamma a touché le détecteur. Donc on connaît avec une précision très importante, à la fraction de seconde près, on sait quand ces rayons gamma arrivent dans le détecteur. On ne sait pas trop d'où, mais on sait quand ils sont là. Et c'est là où c'est génial, parce que du coup, on peut jouer sur le temps d'arrivée de ces deux images fantômes. Regardez, on revient ici. Je vous ai dit que donc on peut avoir deux images fantômes d'une éruption gamma. Si, regardez par exemple ici, admettons que le point blanc là, ce soit pas une étoile, mais un sursaut gamma. Vous voyez qu'on a quelques rayons gamma qui sont passés par le haut du trou noir, qui sont passés près du trou noir, et on a quelques autres rayons gamma qui sont passés en bas. Voilà, c'est les deux images rouges, les deux points rouges que vous avez. Non, on ne voit pas le curseur, je suis désolé, je ne peux pas montrer le curseur. Donc on a deux rayons gamma qui sont passés chacun d'un côté et de l'autre du trou noir. Un rayon gamma qui a fait le chemin court en frôlant le trou noir, et un autre rayon gamma qui a fait le chemin long en s'éloignant un peu du trou noir. Du coup, je vais vous poser une question. À votre avis, entre le rayon gamma qui est passé très près du trou noir et qui a pris le raccourci, et le rayon gamma qui en bas est passé loin du trou noir, donc il y a une trajectoire plus longue, lequel de ces deux rayons gamma est-ce qu'on va détecter en premier?
celui qui a la trajectoire la plus courte, en passant près du trou noir, ou celui du bas qui a une trajectoire plus longue en passant loin du trou noir? Lequel va arriver en premier? Évidemment, vous commencez à me connaître. C'est pas la trajectoire la plus courte qui va nous faire arriver le rayon gamma en premier. C'est la trajectoire la plus longue. Oui, Inès, il y a un piège relativiste. Parce que le rayon gamma qui passe juste à côté du trou noir et qui a le chemin le plus court, eh bien, il passe près du trou noir. Or, près d'un trou noir, la relativité générale nous apprend que le temps, pour faire simple, ne s'écoule pas à la même vitesse que dans le reste de l'univers. Plus vous êtes proche d'un trou noir et plus le temps s'écoule lentement. Ça signifie en réalité que le photon qui va arriver en premier, qui n'aura pas été ralenti, est en réalité celui qui passe le plus loin du trou noir et qui a une trajectoire légèrement plus longue. C'est lui qui va arriver en premier. Donc si tout ça existe, on devrait pouvoir trouver dans les données du satellite Compton la détection de photons gamma qui viennent d'un sursaut gamma, mais avec deux bouffées de photons qui n'arrivent pas à la même date, une qui arrive un petit peu en retard par rapport à l'autre. Eh bien ça a été fait, et sur les milliers d'observations que Compton a fait à partir de l'an 2000, il y a 20 ans, eh bien on a trouvé une seule occurrence de cet événement. Et je vous le montre parce que c'est absolument magnifique. Le voilà. Ça c'est absolument superbe, c'est l'image la plus belle de cet article. Ce que vous avez là, c'est le temps d'arrivée des photons gamma sur le détecteur de Compton. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une première bouffée qui arrive au temps 0 et une deuxième bouffée de rayons gamma qui arrive 0,4 secondes après. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, ce sont deux bouffées de rayons gamma qui sont passées chacune d'un côté différent d'un trou noir et qui sont des millions d'années-lumière plus loin, arrivées sur Terre avec 4 dixièmes de seconde de retard sur le détecteur de Compton. Ce que vous observez ici, c'est un mirage gravitationnel d'un sursaut gamma qui est juste derrière un trou noir. C'est pas fou ça? J'adore. Et ben voilà, on arrive quasiment à la fin. Grâce à ça, grâce au temps d'arrivée, grâce au degré d'amplification de cette lentille gravitationnelle, on a pu remonter à la masse du trou noir. Et c'est là où c'est génial, parce que justement, lorsqu'on remonte à la masse du trou noir, alors il y a des incertitudes, mais la masse du trou noir oscille, d'après l'article, entre 30 000 masses solaires et 50 000 masses solaires. Donc, on est exactement dans ce gap de masse entre les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs. Et ça, c'est suffisamment rare pour que je vous en parle aujourd'hui et que je vous fasse part de mon enthousiasme à ce genre de résultats qui sont absolument dingues. Et vous voyez à quel point l'ingéniosité des scientifiques, jusqu'où elle va pour arriver à détecter ce genre de choses. Et je reviens sur ce que je disais la dernière fois, des vieilles données datant de 20 ans d'un télescope spatial qui n'existe plus sont des données qui sont toujours aussi précieuses parce qu'en plongeant dedans de la bonne manière, on peut encore aujourd'hui extraire des données qui arrivent à des résultats proprement révolutionnaires. Donc rien ne se perd jamais lorsque on regarde l'univers. Voilà, l'article, eh bien, il se trouve dans Nature Astronomy et il s'intitule Evidence for an Intermediate Mass Black Hole from a Gravitationally Lensed Gamma Ray Burst. Voilà, vous pourrez le retrouver, vous aussi, retrouver le PDF et le lire. Et c'est là-dessus que je termine pour aujourd'hui. Est-ce que je suis en retard? Quasiment pas, j'ai 8 minutes de retard. Je suis très content. Sauf si vous avez une ou deux bonnes questions. Salut Katz, bonne soirée. Sinon, écoutez, sinon je vous laisse retrouver tout ça. Vous pourrez revoir le replay de cette émission pendant 14 jours, évidemment.
Donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil. Au bout de 14 jours, les émissions, je les enregistre là en local sur mon ordinateur. Et donc quand le Planétum rouvrira, on mettra toutes les émissions qu'on a fait pendant le confinement sur la chaîne YouTube du Planet. Et vous pourrez les revoir à l'envi. Elles seront là définitivement. Dernière petite chose avant de terminer, vous savez, on se retrouve en ce moment entre 2 et 3 fois par semaine. Cette semaine-ci, pas d'émission ce vendredi, ce qui fait qu'on se retrouve lundi prochain. Et lundi prochain, alors vous voyez comme tout est bien fait, j'aurai le plaisir de recevoir Alexis Colero, qui lui étudie justement l'univers dans le domaine des rayons gamma. Donc si vous avez des questions sur les rayons gamma, eh bien gardez-les pour vous, et gardez-les pour l'instant, et vous pourrez les poser à Alexis, qui travaille spécifiquement justement sur l'astronomie gamma. On se retrouve donc lundi prochain à 18h30. Voilà. Merci à tous. Merci d'avoir été là, et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation, et à lundi. Salut à tous. Oui, j'y reviendrai.